À la une de l'actualité, l'hôtel Marouba liquidé cet après-midi après 7 mois de redressement judiciaire. Une cinquantaine d'employés se retrouvent sur le carreau et c'est tout le secteur touristique du Nord Caraïbe qui pourrait en pâtir. Ils avaient promis une grève générale, ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, certaines agences bancaires ont néanmoins été fermées pour soutenir le mouvement initié par le syndicat martiniquais des banques et établissements financiers, on le verra dans ce journal. Top départ pour le 15e convoi pour réparation, 10 jours de marche nocturne pour exiger la réparation financière et morale de l'esclavage. Les déclarations de François Hollande au sujet de la dette haïtienne y feront clairement débat. Enfin, elle a été violée par son père, a perdu son petit frère, a été victime d'un AVC. Lady Lesti est une survivante et à 43 ans, elle raconte son histoire bouleversante dans un livre autobiographique. Et notre invité, vous le voyez, sera Jean-Jacques Soutarson. Il nous parlera des jeunes sapeurs-pompiers qui sont formés dès l'âge de 12 ans. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite avec cette liquidation pure et simple de l'hôtel Marouba. Le délibéré a été rendu aujourd'hui au tribunal de commerce. Après 7 mois de redressement judiciaire, une cinquantaine d'emplois étaient menacés. Myriam Boikoula. Ce sont donc plus de 50 emplois qui ont été condamnés cet après-midi. Le tribunal de commerce de Fort-de-France vient d'annoncer la liquidation judiciaire du seul hôtel du Nord Caraïbe de la Martinique. L'hôtel Marouba pourra tout de même honorer ses réservations dans les prochaines semaines avant une cessation d'activité le 31 mai. L'hôtel Marouba était en redressement judiciaire depuis le 31 mai 2014, presque un an jour pour jour. L'hôtel ferme donc ses portes avec plus de 7 millions de dettes sociales. L'administrateur judiciaire en charge du dossier nous faisait savoir à l'instant qu'aucun repreneur ne s'est présenté pour la reprise de l'établissement. Ils avaient annoncé une grève générale si la mobilisation n'était pas si spectaculaire. Quelques agences étaient tout de même fermées. Le SMBEF, le syndicat martiniquais des banques et établissements financiers, entendait par ce mouvement dénoncer les plans de fusion prévus à la BDAF et le plan de délocalisation également pour la BNP. Nous y reviendrons plus en détail tout à l'heure. L'examen des projets de reprise du garage Bulliard a été renvoyé au 9 juin prochain par le tribunal de commerce. Pour l'heure, 3 repreneurs se sont proposés pour cet établissement spécialisé dans la rénovation et la réparation automobile, une véritable institution depuis 40 ans et qui compte une trentaine de salariés. Le tribunal de commerce a également décidé un délai supplémentaire pour le dépôt d'autres dossiers de reprise. Les candidats potentiels ont jusqu'au 21 mai pour se faire connaître. Une bonne nouvelle pour le secrétaire général de la CFDT, Éric Picot. Écoutez-le, il répond à Myriam Boikoula. Le garage Bulliard peut vivre et nous avons même considéré que d'ailleurs, depuis que M. Bulliard n'est pas là depuis quelques années, les personnels ont pris pratiquement l'affaire en main et c'est ce qui fait que le garage tient jusqu'à maintenant. Et donc ce sont des hommes et des femmes d'expérience et je crois qu'avec cela, le repreneur, il fait aussi une affaire. Et puis dans le conflit à la fourrière départementale, Bertrand Cambusi, le secrétaire général de la CSTM et les salariés grévistes étaient convoqués au tribunal ce matin pour délit d'entrave. Ils ont demandé la révocation du juge mettant en cause son impartialité. L'audience a été renvoyée au mois prochain. En attendant, la grève continue à la fourrière, un conflit qui dure depuis maintenant 115 jours. Il a commencé le 29 janvier dernier. Un mot également sur les professionnels de santé, sur surtout l'hôpital, noté en bref que la Commission européenne a approuvé un investissement de 34,2 millions d'euros du Fonds européen de développement régional, le FEDER, afin de construire un nouveau bâtiment hospitalier à Fort-de-France, une bâtisse de 29 000 m² conforme aux normes de protection sismique qui devrait être terminée fin 2015. Ils sont déjà plus de 800 à avoir adhéré sur Internet à un groupe contre la venue de Marine Le Pen en Martinique en décembre prochain. Ce soir, ils seront mobilisés dans les rues de Fort-de-France pour dire au Front National qu'il n'est pas le bienvenu. Mais le groupe Marine Dewa, c'est son nom, n'effraie pas vraiment le FN, dont une délégation mandatée par Marine Le Pen est en mission aux Antilles. Les 13 et 14 mai, elle sera en Guadeloupe. Les 15 et 16 mai, en Martinique. Une délégation de 3 membres du FN, Jean-Michel Dubois, Marc Guil et Huguette Fatna. Objectif, je cite, préparer la visite de Marine Le Pen, être à l'écoute des doléances des citoyens, rencontrer les adhérents et sympathisants pour préparer les élections régionales de décembre 2015. Fin de citation. Une visite commence donc et une autre s'achève. Ce soir, François Hollande regagne Paris après des escales en Guadeloupe, à Cuba et en Haïti. Un voyage à Port-au-Prince d'ailleurs qui a particulièrement intéressé les marcheurs du convoi pour réparation. La 15e édition de cette marche au flambeau a commencé hier soir. Une traversée nocturne de la Martinique en 10 jours. Un symbole pour ceux qui exigent la réparation financière et morale
morale par les Européens des crimes de l'esclavage. Hélène Renaud. Préserver la flamme de la mémoire. À la lueur de simples flambeaux, une centaine de Martiniquais marchent sur les traces de leurs ancêtres. On se retrouve tous dans le noir, éclairés par les flambeaux. Ça ne peut que nous renvoyer vers le passé où nos ancêtres certainement marchaient au même pas, la même allure, avec la même détermination, à savoir arracher leur liberté. Ça me fait vibrer, je me mets en communion avec mes ancêtres. Cette 15e édition du Convoi pour réparation rend hommage aux héroïnes noires qui se sont battues pour la liberté. Invité d'honneur, Joëlle Ursule. En janvier dernier, la chanteuse guadeloupéenne avait défrayé la chronique dans une lettre ouverte dénonçant la hiérarchisation des crimes entre la Shoah et l'esclavage en réaction à un discours de François Hollande. Ce n'est pas une demande, c'est une exigence. Nous exigeons les réparations parce que le peuple noir d'Amérique est devenu peuple noir d'Amérique parce que justement il y a eu la traite des nègres, parce qu'il y a eu déportation. L'épineuse question de la réparation par les Européens des crimes commis durant l'esclavage. Dimanche dernier, en Guadeloupe, le président de la République sème le trouble. Quand je viendrai en Haïti, j'acquitterai à mon tour la dette que nous avons. Mais pas de réparation financière, seulement morale. En visite à Port-au-Prince aujourd'hui, le président a annoncé un soutien de l'État à la modernisation du système scolaire du pays. À l'époque de l'abolition, l'État avait versé l'équivalent de 17 milliards d'euros de dédommagement aux colons d'Haïti privés de leurs esclaves. Les manifestants exigent que la France rembourse aujourd'hui cette dette. Nous voulons effectivement une réparation sérieuse, une réparation pour Haïti parce qu'il y a eu, de ce point de vue-là, une grande injustice de l'histoire et de ceux qui ont fait cette histoire. Et le président de la République est redevable vis-à-vis d'Haïti. Mais le gouvernement martèle la nature irréparable du crime. Nous avons ici la seule dette qui doit être réglée, c'est de pouvoir faire avancer l'humanité. Quand il dit que ce crime n'est pas réparable, alors que pour les autres crimes, eh bien, il continue de réparer. Donc, il fait ce qu'on appelle la hiérarchisation des crimes et des souffrances. C'est inadmissible de la part du président. Au son du tambour, la lutte continue donc pour le convoi, toutes générations confondues. C'est très important de continuer à faire cette marche. Tous les ans nous la faisons et il faut continuer, il faut commémorer ce genre d'événements. Je suis venue avec mes enfants, même si à l'école demain matin. Mais en fait, c'est l'éducation que je leur donne, c'est pour leur montrer, pour qu'ils puissent savoir qu'en fait, que la réparation, c'est un élément essentiel pour eux-mêmes, pour qu'ils puissent perpétuer la même chose par respect pour nos ancêtres. Le 21 mai prochain, ces marcheurs de l'histoire atteindront le prêcheur, leur point d'arrivée et le point de départ de la révolte qui a conduit à l'abolition de l'esclavage en 1848. Autre combat, celui des associations de victimes, d'aide aux victimes et de protection de l'enfance qui militent pour l'intégration dans le code pénal de l'inceste. Supprimé de la loi en 1791, il est depuis jugé comme un simple viol ou une agression sexuelle, ce qui force à établir si l'enfant était ou non consentant. En mars dernier, le Sénat avait refusé de l'inclure à la proposition de loi sur la protection de l'enfance. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale doit elle aussi donner son avis sur le texte, une lecture qui pourrait faire reconnaître ce crime sans législation spécifique. Ce crime, c'est donc celui dont a été victime la rappeuse guadeloupéenne Lady Lesty, le point de départ d'une vie difficile, fille d'un homme qui la viole, donc grande sœur d'un homme assassiné, victime elle-même d'un accident vasculaire cérébral qui l'a handicapée. Autant de douleurs qu'elle chantait déjà en 1999 dans son titre à succès « Et si », souvenez-vous. Ouais, RD Plasma mon frère, c'est là. Et pour toi, rien que pour toi, spécialement dédicacé, que ton âme repose en paix. Et si je t'avais dit combien je t'aimais mon frère, et si on t'avait dit baisse pas les bras sur cette terre, mon récit, si t'as perdu un être cher, et si, tout simplement si, mes rêves sont hantés par ta vision.
Et si on t'avait dit « baisse pas les bras sur cette terre », voilà un texte qu'elle aura su s'appliquer à elle-même. À 43 ans, elle vient d'écrire son autobiographie, un livre intime où elle ne cache rien, avec l'espoir que ce parcours semé d'embûches redonne du courage à ceux qui n'ont plus d'espoir. Le reportage d'Éric Dupuis. Depuis 12 ans, Aline cherche toujours à retrouver l'usage complet de son bras droit, perdu totalement en 2003 après un accident vasculaire cérébral. Et tu vois, en plus, ça me fait travailler la mémoire. Un épisode douloureux dans la vie de l'artiste qui a souffert de beaucoup de traumatismes. Oui, on parle de l'inceste, oui, mon frère est mort, oui, ça s'est passé dans ma vie. Mais je parle aussi de la dépression, je suis passée par une période de dépression. Et c'est dans un livre qu'elle révèle tous ses malheurs dans les moindres détails. Le déracinement de la Guadeloupe à l'âge de 5 ans, une année de viol par son père, tout en racontant comment elle s'en est très bien sortie. Ça m'a permis de faire une thérapie, parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvée devant un mur émotionnel en fait, et je me suis dit qu'il fallait que j'attaque le fond du problème. Et puis tout en continuant à écrire cette histoire, à revenir dans le passé, à poser des mots sur les souffrances, les douleurs que j'ai subies, je me suis rendu compte que ça pourrait peut-être aider des gens aussi qui n'ont pas forcément le même parcours, mais qui passent par des moments difficiles. Depuis la sortie de son livre, la rappeuse passe beaucoup de temps à communiquer sur les réseaux sociaux. Son histoire est unique, certes, mais certaines expériences sont partagées par des internautes. Comme j'ai fait des témoignages à la télé, il y a des gens qui m'encouragent. Je reçois aussi des messages privés. Mon rôle aussi, c'est de faire passer des idées et des valeurs. Et la valeur là, quand j'aide les gens, c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est des valeurs qui sont très importantes pour moi. Donc même si je ne les rencontrerai jamais, au moins elles auront une réponse aux questions qu'elles ont posées. Aujourd'hui, Lady Lesty reprend pleinement le cours de sa carrière. 10 ans après la sortie de son dernier album, un single est en préparation. Elle compte bien se produire aux Antilles 15 ans après son unique représentation. C'était au Gosier en l'an 2000. Retour en Martinique avec les dates du baccalauréat qui viennent d'être révélées. Donc le bac sera marqué comme d'habitude par la philosophie, le début du bac par la philosophie le 16 juin, bac général et technologique. Et puis du 24 au 26 juin, il y aura le brevet des collèges. À noter également le début des épreuves du bac pro le 15 juin 2015. Préparez-vous, c'est pour bientôt. Puisqu'on parle d'éducation, parlons justement de cette fermeture qui fait grincer des dents. À la rentrée prochaine, la filière électrotechnique aura disparu du programme du lycée Dumas Jean-Joseph à Fort-de-France. Pour les enseignants, la suppression d'une seconde bac pro électrotechnique compromet à terme toute la filière. Pourtant, le rectorat assure qu'il s'agit simplement de mieux répondre à la demande et surtout de répondre aux chiffres des statistiques qui vont clairement dans le sens d'une réforme de la filière. Céline Chalonneau. Philippe Solbiac enseigne l'électrotechnique depuis 7 ans. L'annonce de la suppression de la classe de seconde à la prochaine rentrée dans cette filière passe mal. Ce qui m'embête le plus, c'est l'offre de formation pour nos jeunes gens qui sont là. Donc on nous répète à longueur de journée qu'il faut les former, etc. Mais si on ferme de façon anormale, ça ne sera pas, on ne va pas dans le bon sens. Je choisis cette filière parce que de nos jours, tout fonctionne à l'électricité et franchement, il y a du travail dedans, quoi. Des débouchés professionnels et une dynamique pédagogique. Depuis sa création, cette filière électrotechnique a accueilli près de 800 élèves avec de bons résultats au bac. Alors, la décision du rectorat suscite l'incompréhension. Une fermeture de seconde, c'est une fermeture de première terminale, donc c'est plus de 70 élèves qui ne pourront pas rentrer dans cet établissement, qui est le premier de l'académie, il faut le dire, et donc met en péril aussi la poursuite d'études en BTS. Du côté du rectorat, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et il a fallu réadapter l'offre à la demande. Une nouvelle section sera ouverte en renfort au LP Petit Manoir. L'attractivité, elle est moyenne. Or, quand on a une attractivité moyenne dans le contexte d'une déflation scolaire, et ça c'est très important, on essaie de rationaliser, donc d'utiliser au mieux les moyens qui sont les nôtres. Et c'est ce qui a prévalu dans le choix qui a été celui de l'administration rectorale d'une part et du conseil régional d'autre part. Face à la menace de fermeture, professeurs et syndicats prévoient de se mobiliser avec le soutien des parents d'élèves. On attend une réunion avec la région. Jusqu'à maintenant, on n'a pas été entendu. Fermer cette section, on décourage tous les jeunes. Ils ont besoin de nous. Nous devons leur donner tout ce qu'il faut
À ce moment-là, on ne peut pas les laisser tomber comme ça, les laisser choir ou les mettre sur le trottoir. Il y en a déjà assez des comme ça en Martinique sur les trottoirs. Un mouvement qui, s'il se confirme, pourrait perturber la période des examens. Des jeunes motivés, dynamiques, sportifs et qui veulent développer un esprit d'équipe. Voilà en somme le profil idéal des jeunes sapeurs-pompiers. L'Union départementale des sapeurs-pompiers de Martinique ouvre bientôt 2 nouvelles sections de jeunes sapeurs dans le sud et le nord de l'île. Des enfants de 12 à 13 ans qui pendant 4 ans rejoindront les pompiers de Martinique. On en parle avec notre invité qui me corrigera, Jean-Jacques Soutarson. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le délégué adjoint de la section des jeunes sapeurs-pompiers de Martinique. Merci bien d'être avec nous. Les jeunes qui passeront les sélections seront avec vous 2 samedis par mois pendant l'année scolaire. Qu'est-ce qu'ils vont faire pendant ces classes? Qu'est-ce qu'on fait quand on est jeune sapeur-pompier? Alors, quand on est jeune sapeur-pompier, nous apprenons le métier de sapeur-pompier pendant les 4 ans. Donc, ces jeunes ont des cours théoriques et aussi des cours pratiques. Ça veut dire qu'ils vont dehors avec la lance et qu'ils apprennent à sauver des gens Alors voilà, ils apprennent le même métier que nous, mais sans aller sur le terrain. À 12 ans? À partir de 12 ans. C'est jeune, non? Alors, pourquoi 12 ans? Parce qu'en fait, ce sont des jeunes qui vont passer à la fin du cursus, donc les 4 ans, le brevet de jeune sapeur-pompier, qui donne droit à l'ouverture soit au concours de sapeur-pompier 2e classe, qualité de professionnel, ou encore postuler pour être volontaire. C'est une fierté particulière quand même pour eux peut-être? Alors c'est une grande fierté d'être jeune sapeur-pompier parce qu'en fait, je dirais que c'est ouvert à tout le monde, mais bien sûr il y a un test de présélection et automatiquement, ce sont les meilleurs, je dirais, qui sont retenus. Alors, on peut retirer les dossiers d'inscription au bassin de Radoub à Fort-de-France jusqu'au 15 mai, de 8h à 13h, il faut le préciser. Voilà. Il faudra le compléter et le renvoyer avant le 17 mai. S'en suivront les fameuses épreuves écrites et sportives. Écrites et sportives. En quoi elles consistent, ces épreuves? Alors, ce sont les épreuves de présélection que nous avons mis en place pour pouvoir sélectionner tout le panel de jeunes sur la Martinique. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ils auront bien sûr une épreuve sportive qui comporte 3 parties. Qu'ils vont découvrir bien sûr le jour de l'épreuve. Une partie écrite, donc qui comporte une partie français et une partie mathématique. Et bien sûr, l'entretien final qui va déterminer bien sûr la motivation. Nous allons voir la motivation du jeune, quelles sont ses compétences pour pouvoir introduire la section des jeunes sapeurs-pompiers de la Martinique. Tout le monde critique tout le temps les jeunes. On dit souvent que les jeunes sont perdus, qu'ils ne savent plus quoi faire. À quoi ça sert à un jeune de devenir sapeur-pompier? Si on peut créer des vocations ce soir? Devenir jeune sapeur-pompier, c'est ce que j'espère, que beaucoup de jeunes vont répondre à cette demande. Déjà, par l'école des jeunes sapeurs-pompiers, ce sont des jeunes qui vont côtoyer d'autres personnes, qui vont apprendre l'esprit d'équipe, qui vont apprendre à travailler en équipe, parce que chez les sapeurs-pompiers, nous travaillons en équipe. Si effectivement, il y a un membre de l'équipe qui n'est pas très bien, automatiquement, tout va découler. Donc, chez les jeunes sapeurs-pompiers, ils apprennent le travail en équipe et bien sûr, la cohésion de groupe. Et bien sûr, ça, automatiquement, nous avons encore d'autres valeurs, le respect de l'autre et bien sûr, les valeurs républicaines. D'accord, vous avez un peu une fonction comme le RSMA, finalement c'est militaire aussi. Alors, nous sommes encore paramilitaires, les sapeurs-pompiers. Paramilitaires, nous avons des règles, donc automatiquement, nous devons les appliquer. Vous avez été, vous, jeune sapeur-pompier? Alors non, malheureusement, je n'ai pas été jeune sapeur-pompier. Malheureusement? Oui, parce qu'en fait, quand je vois le cursus qu'ils ont, tout ce que nous mettons en place pour eux, donc automatiquement, c'est une fierté d'être jeune sapeur-pompier. Merci beaucoup, M. Soutarson, je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle donc que si vous voulez vous inscrire aux sélections, vous avez jusqu'au 15 mai pour retirer votre dossier au bassin de Radoub. Merci encore. Merci, bonne soirée. Je vous en parlais tout à l'heure, les banques étaient en grève aujourd'hui. On avait annoncé une grève générale. Alors la mobilisation finalement n'était pas si spectaculaire. Quelques agences étaient néanmoins fermées. Le syndicat martiniquais des banques et établissements financiers, le SMBEF, entendait par ce mouvement dénoncer les plans de fusion prévus pour la BDAF et de délocalisation pour la BNP, des projets qui entraîneront la suppression de centaines d'emplois. Myriam Boiscoulin. Ce matin, plusieurs clients de la BNP se sont retrouvés face à ce rideau fermé. Je ne m'attendais pas qu'il y avait une grève, j'étais venu déposer un chèque, et voit-il pas que je ne peux pas. Ça ne m'intéresse plus. Maintenant, on fait grève pour n'importe quoi. Alors, donc, La grève générale, le seul moyen de se faire entendre pour ses salariés. Au total, plus d'une centaine d'emplois sont menacés dans cette structure bancaire pour toute la zone Antilles. Aujourd'hui, nous avons fermé tous les sièges des banques AFB, à savoir BNP, LCL, SGBA ainsi que BDAF. Et puis nous avons le soutien des élus de la BRED qui ont également fermé leur siège en ce matin.
Des fermetures de sièges en solidarité au mouvement de la BNP comme ici, à la Bred. Les salariés du Crédit Mutuel et de la BFC sont aussi mobilisés. C'est important puisqu'il faut être solidaire. On fait le même métier, bon, il faut être solidaire. Je suis inquiète parce que les emplois sont menacés. Il n'est pas question de laisser partir nos emplois en France ou peu importe le pays où on veut les emmener. Cet après-midi, une délégation de grévistes était reçue à la préfecture et direction du travail qui s'engagent à se rapprocher des directeurs locaux des banques concernées afin de tenter d'établir un calendrier de rencontres avec les représentants des personnels. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on ira à Fort-de-France où le super-héros du jour est un apiculteur qui a sauvé la rue Victor Hugo d'un immense essaim d'abeilles. On verra cela tout à l'heure. Et puis nous irons ensuite aux Anses d'Arlay où se prépare la construction d'une maison de retraite livrée d'ici la fin de l'année, comme un joli cadeau de Noël. Mais d'abord, comme tous les mardis, ATV est à l'heure de la politique ce soir. Kathleen Villas-Copette, Eddy Marajo et Mike Irask reçoivent le maire du Prêcheur, Marcelin Nadeau, sur le plateau de Regard sur l'actu politique. Ce sera à 20h, juste après la tranche info. Extrait. Marcelin Nadeau, est-ce que vous n'êtes pas trop utopiste pour aspirer à une vraie carrière politique? Parce que la démocratie participative, ça va bien pour les réunions de quartier, mais est-ce qu'on peut sérieusement gouverner un pays de cette façon? Alors là, je revendique, je suis un utopiste, mais un utopiste refondateur. Je fais référence à cette utopie refondatrice. Moi, je crois qu'au contraire, on vit dans une société qui a besoin d'utopie. On voit que, justement, je ne l'ai pas dit, j'ai beaucoup entendu à l'Atrium notamment que le système était à bout de souffle, en bout de course. Il est à bout de course, il est à bout de souffle parce que les vieilles idées ont vécu. Il faut justement des idées neuves, il faut des idées nouvelles. Cela étant, vous avez bien vu notre pratique, notre démarche. Il ne s'agit pas d'avoir des idées, mais il s'agit d'essayer d'expérimenter à chaque fois un certain nombre d'idées pour qu'elles se concrétisent. Et je crois que c'est ça aussi la démarche. On ne change pas la société tout seul. Et je le disais, je le crois fondamentalement, le travail du politique qui veut changer les choses, qui a une vision, c'est un travail de pédagogue. Et j'ai parlé justement du Brésilien, ce grand pédagogue, Paulo Freire, qui parlait de pédagogie de l'opprimé. C'est-à-dire comment on peut, à partir d'idées neuves, à partir de critiques, de déconstruction de la société, eh bien, comment on peut convaincre les gens d'aller justement vers un autre modèle, un autre système. Mais c'est une nécessité. Et la suite, ce sera à 20h avec Kathleen Villas-Copette. Vous l'avez vu, ce sera juste après la tranche info. C'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Le JT des communes qui commence à Fort-de-France où pas moins de 60 000 abeilles ont envahi la rue Victor Hugo. Elles ont construit leur ruche dans l'arrière-cour du numéro 69 de la rue, une maison inhabitée. Ce sont les commerçants qui ont alerté un apiculteur. Il est donc venu, vous le voyez, avec sa combinaison pour recueillir le miel et débarrasser les riverains d'un essaim pour le moins dérangeant. Écoutez-le, il répond à Régine Germani et Daniel Sainte-Rose qui ont bravé les dards pour l'interroger. Regardez. Alors c'est important là, au niveau de la quantité ? Oui, c'est très important. C'est un essaim qui était là depuis déjà plusieurs mois et il a, disons, construit pas mal de rayons, des cassaves, comme on dit chez nous. D'accord, n'ayez pas peur, vous ne bougez pas, il ne va rien vous arriver. Même si moi j'ai ma tenue, c'est parce que je vais retourner dans le feu de l'action avec les abeilles. Mais vous ne craignez rien, vous ne bougez pas, c'est tout ce que je vous demande de faire, d'accord ? Alors la population, là, est-ce qu'il faut faire attention ? Puisque ça va être réglé rapidement ou... Alors l'opération de récupération de l'essaim se termine en ce moment même, d'accord ? Donc à cette heure-ci, évidemment, c'est un peu gênant, mais j'ai été obligé d'intervenir dans la journée parce que c'est un commerce et qu'il fallait lui donner la possibilité de continuer à travailler. Sinon, on préfère intervenir en fin de journée, même en début de soirée, pour traiter nos abeilles. Voilà, Régine Germani, l'héroïne du jour. Et on vous précise que si vous avez un essaim d'abeilles près de chez vous, surtout ne pas mettre de bégon. Ce sont les pompiers qui nous l'ont dit. Direction maintenant les Anses d'Arlay, où un tout nouvel EHPAD verra bientôt le jour. L'ancienne maison de retraite jugée vétuste laissera donc place à un bâtiment flambant neuf. Il devrait accueillir ses premiers pensionnaires dès le début de l'année prochaine. Ce matin, la première pierre était posée en grande pompe. Élodie Toto et Anaïs Gall étaient sur place. Première pierre symbolique pour un établissement très attendu. Aux Anses d'Arlay, cet EHPAD médicalisé va remplacer la maison de retraite jugée vétuste. Pour cette pensionnaire, c'est une bonne nouvelle. Dans une nouvelle maison, on va me mettre. J'aime bien.
Nous tenons une liste d'attente. Nous avons pour l'instant 10 personnes qui attendent. Et je crois que d'ici 2016, et je l'espère, pouvoir remplir la totalité des 50 lits qui nous sont accordés. Peu de lits, mais dans cette structure, l'accent est mis sur les maladies neurodégénératives. Partie de population de résidents très âgés qui développent la maladie d'Alzheimer. Donc en fait, on a tout un étage qui est réservé pour cette pathologie. Ce type de structure manque cruellement dans une Martinique vieillissante. Aujourd'hui, un Martiniquais sur 5 a plus de 60 ans. Toute ma génération, bon, dans combien? Dans 20 ans, on sera nombreux. On sera nombreux du moins. La population est vieillissante en Martinique. Je ne sais pas si c'est le mode d'alimentation qui fait ça, je ne sais pas. On a un vieillissement qui peut être un atout, mais qui peut être aussi un handicap. Donc il faut recevoir ces populations. Le bâtiment devrait accueillir ses premiers pensionnaires dès l'année prochaine. Attention aux fermetures. Jeudi sera férié et pour ceux qui feront le pont vendredi, le week-end commence demain à 13 h. C'est le cas à la région. L'hôtel de Plateauroy sera fermé dès 13 h et rouvrira lundi aux horaires habituels. De son côté, Odyssey fermera ses bureaux à 11h30 pour rouvrir lundi matin en pleine forme, on l'espère en tout cas. Enfin, refermons cette page pratique avec, comme chaque jour, un œil sur la carte de l'EFS. Le camion de l'établissement français du sang sera stationné sur le parking de la Galéria demain de 9 h à 14 h. Vous pouvez, vous aussi, vous rendre à la Maison du Don, à la Ménard, à Fort-de-France, de 9 h à 16 h. On termine ce journal avec un peu de musique et pas n'importe laquelle. Il s'agit du son émis par le bois ronflé, un instrument créé par le diamantinois Henri Brival. Cet octogénaire a déjà présenté son invention dans plusieurs pays du monde. Des voyages en musique qui lui donnent une sacrée vitalité. Hubert Bornil, Michelet François. Allez, je suis en pleine découverte du bois ronflé. Ça sent un instrument qu'un homme diamant créé, mais c'est Henri Brival. Et puis ça va musique. Au cœur du quartier Taupinière, les voisins sont depuis longtemps habitués à la musique d'Henri Brival. À 84 ans, l'homme est toujours fasciné par le son. Je vais jouer ici à Moyon, je vais entendre la musique à la télé, je vais courir à comprendre. Je vais dire oui, oui, oui. Je vais arrêter quand je vais monter à l'œil. Bon, voilà. Son instrument favori, il l'a lui-même créé et baptisé bois ronflé. Qui bien qu'à jouer et puis l'homme voilà, il est presque même forme là, mais pour et puis bâton hein, c'est moi qui ai inventé. Faire glisser un bâton sur une porte et en faire sortir un son, une pratique ancestrale qui a inspiré Henri Brival. J'étais venu puis bâton yo. Et puis on les cloisons, la porte, puisque toute maison tenait cloisons, c'était en bois. Les grands-parents ont fait ça, on les porte, on les cloisons, on les fenêtres. Depuis, l'homme s'est rendu dans de nombreux pays avec son instrument. Et le week-end, lorsqu'il n'est pas à la maison, il se produit avec un groupe d'amis. Moi, j'ai toujours qu'à voyager, et puis voilà. Je ne vais pas connaître mon Martinique, puisque moi, j'ai toujours qu'à voyager. On fait la Suède, on fait la Finlande, on fait toute l'Afrique de l'Est. Hein? On fait le Japon 2 fois. Et puis, bon, on fait. Et puis, pas boîte là, plusieurs boîtes, puisque moi, là, à chaque fois, boîte là réalisée, il faut demander où il fait, machin. La musique dégage quelque chose d'exceptionnel. Aussi, la relève semble assurée. L'une de ses filles s'initie désormais à la pratique du bois ronflé. Mais comme ça, nous avons un sujet aujourd'hui. Nous avons ça ambiance qu'a émissé Henri Brival, Taupinière, Diamant. On va aller. Voilà, Hubert musicien. Hubert sait tout faire finalement. C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas, dans un instant, on reste tout près de vous avec Ancha Peia. À tout de suite.